Je suis sociologue, enseignant à l'université de Limoges et chercheur à l'Institut de recherche de la FSU. Et dans ce cadre-là, j'ai participé avec Christian Laval, Guy Dreux et Francis Vergne à la publication de la Nouvelle École capitaliste, dont je donnerai quelques éléments ici. Alors, je finis une thèse sur la... C'est trop près? Comme ça? Ok. Ouais, quand on est chargé de TD, on n'a pas les amphis, donc on n'a pas l'habitude de parler au micro, on a des petites salles un peu annexes. Donc, chargé de TD qui finit une thèse sur la genèse du socle commun de connaissances et de compétences. Donc je ne vous parlerai pas de sa mise en application, parce que je n'ai pas fait de travaux empiriques là-dessus, mais sur les logiques qui ont présidé à son inscription dans le Code de l'éducation en juillet 2006. Alors quand on parle de socle commun, de quoi est-ce qu'on parle? Je pense que c'est là-dessus que je vais axer mon intervention, parce que le socle est un objet polysémique, fondamentalement polysémique, et qui du coup occasionne beaucoup de faux débats, fait discuter sur de faux problèmes, et je pense qu'il est bon de démêler un petit peu les fils et de montrer quels sont les vrais problèmes que le socle contribue à masquer. Donc le socle, c'est trois choses à mon sens. C'est un objet historique, un objet pédagogique et un objet technocratique ou managérial. Alors, un objet historique, pourquoi? Parce que le socle a été présenté par ses partisans comme le couronnement du mouvement pour l'école unique, et en disant, voilà, on a, au terme d'un long processus historique, unifié l'école du peuple et l'école des notables, comme disait Antoine Pro. Ça se finit en 1975 avec la mise en œuvre du collège unique. Et depuis 1975, on réfléchit à ce que pourrait être cette culture commune, ou en tout cas cette culture d'une école moyenne de masse, c'est-à-dire d'un collège qui réunit dans une filière unique l'ensemble des élèves, peu importe une ségrégation sociale, géographique, etc. Donc le socle commun, ce serait ça, historiquement. Ce serait le couronnement de ce processus d'unification des structures d'enseignement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le socle, dans ce cas-là, c'est la fin de la scolarité obligatoire. Donc c'est 16 ans. Et ça explique en partie le soutien qu'a pu lui apporter, par exemple, le SE-UNSA, qui est donc, comme vous le savez, le successeur du SNIP-EGC, qui défendait depuis la fin des années 60 un projet d'école fondamentale, c'est-à-dire d'école qui englobe une école fondée sur le principe de la continuité entre le primaire et le collège, et qui se termine à 16 ans. Alors ça contribue à occulter un premier débat. C'est finalement la question de l'unité ou de l'unicité de la culture scolaire. Voilà. Est-ce que on sait, quand on est sociologue, que les différentes classes sociales n'utilisent pas le système d'enseignement de la même manière dans leur stratégie de reproduction, et on sait que les attentes vis-à-vis de l'enseignement ne sont pas les mêmes, et le socle commun aurait tendance à faire comme si. Donc ça, c'est le premier débat, à mon sens, qui est occulté. Est-ce qu'il faut une culture scolaire commune, et dans quelle mesure c'est possible de donner la même culture scolaire à un élève du collège Henri IV à Paris et à un élève d'un collège de Seine-Saint-Denis ou du fin fond de l'Auvergne? Deuxième sous-débat qui est occulté, c'est la question de la durée légale de la scolarité, puisque qui dit socle commun dit terme à 16 ans. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus discuté, du coup. Alors, bon, la scolarité à 18 ans, c'est une revendication ancienne. Le plan Langevin-Wallon la mettait au cœur de ses projets. Aujourd'hui, 2009-2010, chiffre de la DEP, 80% des élèves sont scolarisés à l'âge de 18 ans. Donc on peut se poser la question si, dans cette perspective-là, le socle commun est quelque chose de pertinent, sachant que d'ores et déjà, il y a 80% des jeunes qui sont scolarisés à 18 ans, et qu'on vise une scolarisation au niveau de la licence, donc Bac+3, à 50%. Donc on est très loin aujourd'hui. Deuxième élément, c'est que le socle commun, c'est aussi l'enseignement par compétence. Donc c'est un objet, dans ce cas-là, pédagogique. Alors ça explique que le terme de compétence est comme le terme de socle, quelque chose d'intrinsèquement polysémique, là encore, puisqu'on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière ce terme-là, et c'est ce qui explique qu'un grand nombre de mouvements pédagogiques, notamment, aient pu soutenir le socle commun quand il a été en discussion entre 2004 et 2006. Puisque, alors quand on parle de compétences, on peut y mettre derrière la pédagogie de la maîtrise, la capacité à mettre en œuvre, l'accent mis non plus sur les seuls savoirs, mais aussi sur les attitudes, sur
les savoir-faire, sur la continuité pédagogique entre le primaire et le collège. On peut aussi mettre la critique de l'organisation disciplinaire de l'enseignement secondaire, bon, etc., etc., etc. Sauf que, quand on y regarde de plus près, historiquement, le socle commun, la notion de compétence dont il est porteur, elle n'est pas du tout en fait assimilable à l'éducation nouvelle ou à la pédagogie freinée ou que sais-je encore. Mais bien au contraire, la notion de compétence telle qu'elle est véhiculée dans le socle, elle naît, comme l'a dit Stéphane, à la fin des années 80 dans le monde de l'entreprise. Bon, je passe la démonstration, mais il y a quand même pas mal de travaux là-dessus. Et c'est un mouvement qui vise à remplacer la qualification, définie collectivement par des conventions collectives selon un niveau de diplôme et une durée de formation. Ça vise à lui substituer une compétence individualisée, donc pour individualiser les relations de travail, pour faire en sorte que les salariés soient motivés par cette individualisation, etc., etc. Je passe là-dessus. Comment ça arrive dans le système d'enseignement? C'est par le biais de l'OCDE, tout d'abord, qui, au milieu des années 90, lance un projet justement pour définir quelles peuvent être les compétences que l'ensemble des systèmes éducatifs des différents pays de l'OCDE pourraient être amenés à transmettre de manière commune. Bon, je passe là aussi très rapidement là-dessus. Ça aboutit à une définition de la compétence qui, là encore, n'a pas grand-chose à voir avec celle qui peut être portée par les mouvements d'éducation nouvelle. Ça passe ensuite par l'Union européenne qui, après le Conseil européen de Lisbonne en 2000, décide donc de mettre en place une stratégie, dite la stratégie de Lisbonne, pour faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive, etc., etc. Et du coup, entre 2000 et 2005, est élaborée au sein de la Commission européenne, reprenant les travaux de l'OCDE, une définition de la compétence. Et c'est cette définition qui est reprise par le Haut Conseil de l'éducation en France pour définir le socle commun. Donc, la tripartition du socle entre connaissance, je ne m'en souviens plus, capacité et attitude, c'est une reprise très directe donc, de ce document de la Commission européenne de 2005. Voilà, donc en fait, la notion pédagogiquement, le socle, c'est une espèce d'hybridation comme ça entre des thématiques qui peuvent être celles de l'éducation nouvelle, mais surtout des thématiques qui sont construites dans le monde de l'entreprise et par l'Union européenne et par l'OCDE. Alors, est-ce qu'on peut bâtir un modèle pédagogique là-dessus? C'est assez compliqué à mon sens, puisque quelqu'un qui a défendu pourtant l'approche par compétence, Marcel Craet, qui est prof à Genève et à Liège, explique dans un article de la Revue française de pédagogie, paru en 2006, combien la notion de compétence est faible sur un plan théorique. Et il dit il est urgent d'entreprendre une critique conceptuelle serrée de la notion de compétence. Parce que pour lui, cette notion n'a pas de fondement théorique. Et il va même jusqu'à écrire la notion de compétence fait figure de caverne d'Ali Baba conceptuelle dans laquelle il est possible de juxtaposer tous les courants théoriques de la psychologie, quand bien même ceux-ci sont en fait opposés. Voilà, donc j'invite à réfléchir à cette citation. Du coup, à mon sens, le socle occulte un deuxième débat, c'est celui des pratiques pédagogiques, puisque en disant socle commun, on impose un type de modèle pédagogique, en oubliant de se poser la question de ses effets. Donc, et là, il y a plein de travaux qui permettent justement de nourrir ce débat-là. Troisième point, et j'en finis là, et c'est inséparable de l'aspect pédagogique du socle et de la notion de compétence, c'est que le socle commun, c'est un outil managérial ou technocratique qui vise ou qui participe de l'introduction dans le service public de ce que, c'est pas moi, hein, Philippe Bezès, c'est un chercheur qui fait cette à Sciences Po, c'est loin d'être un gauchiste, et il appelle ça donc le répertoire managérial modernisateur, c'est-à-dire le fait de repenser l'action publique contre le modèle, disons, de l'action publique tel qu'il est issu de la bureaucratie weberienne. Je vous passe le détail. Ça, c'est la gauche, c'est en particulier, c'est Michel Rocard et ses alliés dans la fin des années 80 qui mettent en œuvre une politique de renouveau du service public fondée sur ces principes-là. Et là encore, je ne fais pas la démonstration, mais le socle commun s'inscrit dans cette filiation-là. Alors, le socle, effectivement, dit, le conseiller du ministre que je rencontre me dit, le socle, c'est un principe d'organisation de la scolarité obligatoire, et que si vous regardez le décret, il est précisé que le socle commun est inséparable d'une exigence d'évaluation.
Donc la mise en œuvre du socle, c'est pas seulement l'école unique, c'est pas seulement, en tout cas c'est pas seulement présenté comme tel, c'est pas seulement la notion de compétence, mais c'est un outil pour changer la gouvernance, comme on dit dans les cercles technocratiques, ou le mode d'administration du système d'enseignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un système éducatif décentralisé, où on laisse de plus en plus d'autonomie aux établissements scolaires, le socle commun, c'est l'étalon auprès duquel on va mesurer les pratiques des enseignants, les acquisitions des élèves, puisque voilà, dans un système d'enseignement comme ça, on va gouverner par contrat, on va faire du pilotage par objectif, on va développer l'évaluation, et le socle commun s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Du coup, si on accepte le socle commun comme tel, le troisième débat qui est occulté, c'est simplement la question de se poser quels sont les modes d'administration, de régulation à privilégier pour un système éducatif, puisque le socle commun est porteur d'un modèle qui n'est du coup pas questionné. Voilà, je termine simplement en disant qu'il me semble que la situation face à laquelle on se trouve dans l'enseignement scolaire est en fait la même que dans le supérieur, puisque on est face à une réforme qui peut se prévaloir, de par la polysémie des termes sur lesquels elle repose, d'une connotation, d'un étiquetage progressiste. Dans l'enseignement supérieur, le mot d'ordre de la réforme, c'est l'autonomie. Bon, l'autonomie, c'est se donner à soi-même sa propre loi, on peut difficilement être contre. Donc la question qui est posée, c'est de savoir si on peut, penser un usage progressiste d'une réforme qui a été pensée sur des fondements qui ne le sont pas. Et voilà, je pense que c'est là-dessus qu'on doit s'interroger, c'est-à-dire est-ce que pour ou contre le socle, est-ce qu'on peut faire un autre socle, pour ou contre la LRU, est-ce qu'on peut faire une autre LRU? Je pense que si on regarde la genèse de ces réformes-là, c'est des questions qui se dissolvent un peu d'elles-mêmes, puisqu'on voit tout de suite dans quelle logique elles ont pu être pensées et mises en application. Je vous remercie.